Alors, merci d'abord à l'association Averroès de leur invitation. C'est pas la première fois que je viens. Je reconnais beaucoup de têtes. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours présenté le cinéma du monde entier. C'est-à-dire, c'est pas, je me suis, bon, mes ouvrages sont en général spécialisés sur le cinéma algérien, mais pendant 20 ans, j'ai fait connaître des cinémas du monde entier. Ça va bien sûr du cinéma américain, du film noir américain, mais aussi au film kirghize, le film argentin, de films indiens. Enfin, j'ai essayé de faire connaître les petites pépites de chaque pays. Et donc, si pendant très longtemps je me suis cantonné à travailler pour le cinéma algérien à ma manière, parce qu'une fois que j'ai quitté l'écran, et puis le cinéma algérien en même temps, il entrait dans des situations difficiles. Il se trouvait que ce qui nous restait, c'était l'écrit. On combat avec l'écrit. Combat avec l'écrit. J'ai quand même toujours gardé ce lien magique un peu entre la littérature et le cinéma. J'ai publié chez l'Harmattan un livre qui s'appelle Littérature et cinéma arabe, dans lequel d'ailleurs il y a un grand chapitre sur le cinéma amazigh et sur les origines littéraires du cinéma amazigh. Et donc, la littérature a toujours été quelque chose de très important. C'est deux pôles. Et ce livre, ce livre le plus récent, qui est mon 10e livre, est en fait, il est parti d'une thèse de PhD que j'ai soutenue en anglais et qui était sur Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald que j'ai étudié en licence. J'avais découvert son livre majeur qui est Gatsby le Magnifique, qui est une œuvre absolument extraordinaire. Je suis tombé amoureux de ce livre et ça a été un choc tellement important. Moi, je lisais énormément de toute façon depuis tout gamin, mais là, j'ai vraiment eu un choc et j'ai commencé à lire tout ce qui se rapportait à lui, ses nouvelles. Il en a écrit des centaines et des centaines, parce que c'était son régime alimentaire, j'allais dire. Il vivait de ça. Ça se vendait mieux, ça s'était publié dans des journaux. Vous savez, je raconte à un moment donné, je dis le lauréat, il y a un chapitre qui s'appelle le lauréat du San Francisco Evenings, the Evening Post, the Evening Post, le lauréat du Evening Post. Ça veut dire que l'Evening Post, c'était le Saturday Evening Post. Il publiait un journal hebdomadaire qui faisait 365 pages. On n'imagine pas ce que c'était qu'à l'époque. C'est pour vous dire qu'à travers ce livre, j'ai raconté aussi un peu l'Amérique de l'époque. 365 pages, et il publiait des nouvelles, qui faisaient des nouvelles d'une cinquantaine de pages. Et Fitzgerald a touché à peu près. Il était bien payé, il était payé entre 2500 et 5000 dollars à l'époque. C'était des sommes fabuleuses, évidemment. Il vivait de ça parce que les livres se vendaient ou se vendaient pas. On va voir après comment ça se passait. Donc, j'ai lu ses nouvelles, j'ai lu ce qui a été écrit sur lui, bien sûr, mais aussi ses correspondances. J'ai beaucoup appris à partir de ses correspondances entre lui et sa femme, Zelda, qui est une personnalité, évidemment. On ne peut pas parler, je parle beaucoup de Zelda là-dedans, de son écriture, mais également de la relation qui ont impacté énormément la littérature et la carrière personnelle de Scott Fitzgerald. Sa fille, Scotty, et puis ses éditeurs, Maxwell Perkins, etc. Donc à travers les correspondances qui ont été mises à jour et mises en public par sa fille, on apprend énormément de choses sur lui. Il a été, alors il est
ensuite, je suis parti de cette thèse et je commençais à la traduire en français, parce que je me suis dit, c'est encore en français qu'elle va être à la portée de plus de monde, bien sûr. Mais en la traduisant, je me suis aperçu qu'elle avait un côté académique que l'université nous forçait d'avoir. Voilà, ce sont des contraintes quand même, mais, mais donc du sort de Fitzgerald, qui a été un leader des années 20, un leader des années du jazz, une vedette, une grande vedette, une star de la littérature à l'époque, dans une partie de sa vie, ensuite oublié dans la seconde partie de sa vie. Je me suis aperçu que la manière dont il a été traité et maltraité à Hollywood pendant 3 séjours où il a essayé d'écrire des scénarios, parce qu'il a contribué à 18 scénarios, il n'en a signé qu'un. Et partant de là, j'ai vu qu'il appartenait à une génération qui est d'écrivains comme Faulkner, comme Dos Passos, comme Steinbeck, comme Hemingway, comme Chandler, Faulkner, oui, j'ai cité Faulkner, que tous ces gens-là étaient nés entre 1894 et 1898, c'est-à-dire au moment où le cinéma naissait, et qu'ils ont grandi avec le cinéma. Le cinéma les a beaucoup influencés, et j'ai essayé de dénicher également l'influence du cinéma dans les écrits de Fitzgerald, mais aussi donc j'ai élargi à cette génération. Et je me suis aperçu aussi que tous ont été à Hollywood, et tous ont dû aller se vendre à Hollywood. C'était vraiment, il disait d'ailleurs à un moment donné, I am an old whore, je suis une vieille prostituée, je me vends. C'était vraiment, il vivait ça comme un abaissement, d'aller travailler pour des films, pour des producteurs qui ne demandaient que des petites histoires, qui n'acceptaient pas d'élever le niveau. Et donc voilà. Et donc tous ces gens-là, bon, bien sûr il y avait les grands auteurs comme on les connaît, mais il y a aussi des auteurs comme Chandler qui sont identifiés comme des auteurs de romans policiers, mais qui sont quand même quelque chose d'autre. Et puis il y a tout ce qu'ils ont écrit également, comme Horace McCoy, etc., tout ce qu'ils ont écrit sur Hollywood, ce qu'ils ont laissé comme littérature sur Hollywood, que je traite là. Et puis donc en élargissant à ses contemporains, je me suis aperçu qu'on pouvait raconter l'histoire des États-Unis, d'Amérique, des années 20 et des années 30. Comment ils ont grandi avec le cinéma, comment ils ont essayé de participer à la guerre de 14-18, parce que la littérature américaine était encore faisait partie de la nurserie européenne. Il n'y avait pas une littérature américaine propre. Donc que ce soit Henry James, Hawthorne, etc., tous ces gens-là, c'était des gens qui vivaient qui avaient le biberon anglais, européen et anglais en particulier. Edgar Poe, tous ces gens-là. Bon. Et il voulait, pour continuer cette tradition romantique de l'Europe, de la grande fille, l'Amérique étant la grande fille de l'Angleterre, il voulait participer à cette guerre pour montrer leur attachement à cela. Et en réalité, ils ont été enrôlés, ils sont allés dans des camps, mais ils n'ont jamais franchi l'Atlantique. Un jour, on leur dit, la guerre est finie, vous ne ferez pas cette guerre. Ils ont été traumatisés parce ils cherchaient de l'héroïsme. Ils sont allés dans des camps, mais où? Ils ont été enrôlés dans l'armée. Ah, d'accord. Lui, il a été à Montgomery. Montgomery, c'est là qu'il a rencontré Zelda, d'ailleurs. Parce qu'elle est de Montgomery. Donc, il était dans un camp et il a rencontré la fille du juge, Sayre, qui était donc, c'est comme ça qu'il a rencontré. Et donc, ils les ont amenés à New York pour les embarquer. Et ils ont attendu, et puis un jour, on leur a dit. Alors, il y a une histoire que je raconte là-dedans, parce que ça demandait une petite enquête, sur Faulkner. Faulkner a toujours prétendu qu'il avait fait la guerre dans l'aviation britannique, la RAF, la Royal Air Force. Ce qui est faux. Il le raconte dans Sartoris, il le raconte dans Ad Astra. Et puis, à Hollywood, il s'est aperçu que lorsque on faisait un film sur la guerre mondiale, parce que à partir de 1938-39, l'idée de la guerre venait là. Donc
Hollywood a commencé à produire énormément de films comme Royal Air Force, comme Air Force, etc. On l'appelait comme consultant parce qu'on pensait qu'il avait fait la guerre. Et on s'est aperçu en réalité qu'il n'a jamais été là. Mais ça fait partie de la fiction. La fiction, un auteur vit de fiction. Alors, est-ce qu'il raconte des histoires, est-ce qu'il ment ou il crée de la fiction? Il est lui-même personnage de fiction. Donc, je le raconte de manière un peu affectueuse. Quoi. Voilà. Et donc, Fitzgerald, lui, écrit un roman qui s'appelle L'Envers du paradis en 1919. Mais avant d'écrire ce roman qui se vend à des millions d'exemplaires, qui fait de lui une star alors qu'il a à peine 24 ans, 23 ans. Avant cela, et comme il n'a pas été à la guerre, il publie d'abord un livre, une nouvelle qui s'appelle Mayday, le 1er mai, et qui raconte l'histoire des soldats américains revenus et qui pensaient venir défiler dans Broadway. Ils vont dans Broadway et en face d'eux, il y a l'équivalent des CRS, qui les bastonnent, qui leur disent vous êtes un trouble de l'ordre public. Et là, ils racontent comment ces gens pensaient arriver en héros, défiler, etc., et qu'on leur donnerait du travail, etc., et que c'était la grande désillusion. Donc il a commencé à se radicaliser un peu là. Après, j'ai raconté que politiquement, tous ces auteurs ont plus ou moins, surtout dans cette période, parce qu'après beaucoup ont viré, comme Steinbeck, etc., mais que la plupart se revendiquaient d'une forme quelconque du marxisme. Et lui, il disait en anglais « I am Marxian ». Je suis marxisant. Voilà. Donc, il disait ça à sa fille, c'était très discret parce que, évidemment, à Hollywood, c'était très mal perçu, c'était un milieu très conservateur. Et puis, donc, il publie ce premier roman, un deuxième roman, Les Beaux et les Damnés, qui marche très bien. Et en 1925, l'année où on a Potemkin, où on a également le film de Fritz Lang, Metropolis. C'est l'apothéose du cinéma muet mondial. C'est vraiment 1925. On a les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma mondial sont là. Lui publie donc Gatsby, qui est un échec commercial retentissant. En tant que bouquin. Pardon? En tant que bouquin. En tant que bouquin. Alors, il a un succès d'estime énorme, mais il vend quelque chose, ça lui rapporte à peu près $850. Pour lui, qui il voulait vivre comme une star, C'était un désastre. L'histoire de Gatsby, qui est un homme trouble, en même temps un héros romantique d'une Amérique corrompue, et qui affiche le rêve. Il est en plein dans le rêve, il détruit le rêve. Et ça, je pense que c'est ça qui a fait que dans les années 20, au moment où tout le monde chantait le jazz, le Charleston, c'était la fête débridée, il y avait les bootleggers, l'alcool était interdit, mais l'alcool coulait à flot partout. Raconter un personnage comme ça, c'est ce que je raconte en détail dans le livre, ça faisait un peu désordre. Donc il a été scié là-dessus, et il est allé à Hollywood, il a accepté une mission à Hollywood pour écrire des scénarios, et là on le payait $2 500 par semaine. On imagine, c'est minimum 10 fois la valeur actuelle c'est-à-dire on est à $25 000 la semaine, quelque chose d'énorme. Donc, mais il est rentré dans un système, premier séjour, deuxième séjour, troisième séjour où il meurt à Hollywood. D'ailleurs, il meurt en 1941 à Hollywood, au début de la guerre. Il écrit des scénarios, bien sûr, et ça m'a permis dans ce cheminement, comment il reçoit une proposition d'un scénario, je décris tous les scénarios qu'il a fait, et l'arrivée du scénario qu'il remet, et comment il est éjecté d'un film. Finalement, j'en ai profité pour raconter la machine hollywoodienne, comment elle fonctionnait, comment elle broyait les gens. Alors, par exemple, il va à la cantine, le mess où c'était très structuré. Il y avait les producteurs qui avaient le mess en haut, inaccessible.
Et il y avait les auteurs, les réalisateurs, et puis les autres qui étaient de passage. Donc c'était des classes, des castes. Vraiment. Il rencontre des écrivains et il discute. Il rencontre par exemple, il a rencontré Faulkner et il travaillait sur par exemple Autant n'emporte le vent. Il travaillait sur Autant n'emporte le vent. On lui dit voilà, Autant n'emporte le vent, tu dois adapter mais ne pas toucher au dialogue de Catherine Margaret Mitchell. Margaret Mitchell. Il ne faut pas toucher au dialogue. Donc c'était très contraignant. Ensuite, il va donc dans ce mess et il rencontre Faulkner et il lui dit sur quoi tu travailles. Pouvoir bavarder. Il dit je suis sur Autant n'importe où. Ah tiens, moi aussi. Et ils se sont aperçus que tous les soirs, dans leur contrat, ils devaient livrer 10 pages qu'ils mettaient dans un panier. Et ils le laissaient le soir en partant. Et ce panier était transmis à un autre auteur qui était chargé de réécrire en disant c'est vraiment n'importe quoi, réécrivez-le. Et donc on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir jusqu'à 20 écrivains qui étaient engagés à 2500 $ la semaine pour réécrire leurs collègues. Et à la fin, aucun d'eux ne signait le film. Et c'était un scénariste qui appartenait à un syndicat qui s'appelait la Writers Guild, le syndicat des écrivains. Et ensuite, ce n'est que vers la fin de la vie de Fitzgerald, vers les années 39, que le syndicat marxiste d'Hollywood a essayé de monter un contre-syndicat des scénaristes. Et on voit aujourd'hui ce qui a donné les grèves d'aujourd'hui, etc. Vous voyez comment c'est structuré, mais qu'ils ont combattu et ils ont demandé aux gens, tous ceux qui adhéraient à ce nouveau syndicat, il le décrit dans son dernier livre inachevé qui s'appelle Le Dernier Nabab, qui a été adapté brillamment par Elia Kazan. Tous ceux qui adhéraient à ce syndicat étaient mis sur la liste noire. Ils ne travaillaient plus. Donc, vous voyez, donc je décris ce système qui s'appelle the Mass Production System, le système de production de masse. Comment on arrivait à cloisonner les gens, les utiliser comme cela, et ensuite prendre des gens qui étaient des fidèles, qui appartenaient à ce syndicat des patrons, et qui venaient signer au dernier moment. Et on les invitait à l'avant-première, et puis ils voyaient, souvent ils s'apercevaient que le dialogue qu'ils avaient écrit était là, sur l'écran. Ils disaient, mais enfin, simplement, il dit, au lieu d'écrire la machine à écrire, il dit, la machine a tapé des lettres. Et il dit, pour des petits changements comme ça, on nous efface de l'écran. Donc c'est le système répressif d'Hollywood que je décris là-dedans, et comment, petit à petit, vers la fin des années 30, a commencé à émerger une nouvelle culture. Mais lui, il est mort finalement d'épuisement, plus en plus les problèmes qu'il avait avec la maladie de sa femme, etc. Donc voilà, c'est l'idée à travers son œuvre, à travers ses adaptations, le travail qu'il a fait à Hollywood, à travers les rapports qu'il avait aussi avec les grandes compagnies américaines, ce qu'on appelle les Seven Sisters, les 7 sœurs, qui sont exactement comme les 7 sœurs du pétrole. C'est exactement la même chose. C'est vrai, elles sont régies pareil. Et donc, lui, il était en contrat, sous contrat avec Metro-Goldwyn-Mayer. Et à l'époque, même les acteurs étaient sous contrat. C'est-à-dire que lorsqu'on faisait un film chez Metro-Goldwyn-Mayer, il fallait prendre, par exemple, pour un film comme Autant n'emporte le vent, c'était Selznick qui avait produit le film, et il a fallu qu'il demande un prêt pour Clark Gable pour qu'il puisse venir tourner chez lui. Et donc on prêtait avec comme le football maintenant, on prête avec en disant vous prenez en charge le salaire, etc. C'est le mercantilisme total. Voilà, c'est la Grande Dépression aussi, le contexte alors, c'était la Grande Dépression. Le contexte c'est la Grande Dépression. Alors bien sûr, lui il a vécu les années folles de manière tumultueuse, et il raconte comment j'ai trouvé
des références comme cela sur un voyage à Biskra et à Boussada, et également à la Gouate, en 1929. Et donc il écrit, il était là, il voyait, il assistait au spectacle des Ouled Neil, etc. Et il dit, j'ai entendu le fracas du grand clash économique de 29 du fin fond du désert. Il a raisonné jusqu'au fin fond du désert. Donc quand il rentre aux États-Unis, le rêve américain s'est effondré à New York. Et il s'aperçoit, et c'est ce que j'essaie de raconter aussi en détail dans ce livre, comment le rêve brisé d'une économie en expansion incessante, d'une richesse. Bien sûr, on a fait des films, Millionnaire d'un jour, comment une femme de ménage peut épouser un milliardaire, et voilà, tout le monde pouvait accéder à tout. Tout d'un coup, ça s'effondre à New York, et en charge en même temps, au même moment où il y a le crash économique de la bourse de Wall Street, il y a le parlant qui remplace le muet. 29. Et là, les producteurs d'Hollywood, qui étaient habitués au muet, sont pris au dépourvu. Ils se disent, mais comment on va faire parler ce fameux cinéma? Et là, ils se disent, on va ramener tous les auteurs. Mais ils avaient affaire à des auteurs qui avaient quelque chose dans la tête, alors que eux, leur origine, c'était des saltimbanques, des gens qui se venaient du cirque, qui étaient des self-made men, qui n'avaient qu'une idée, c'est trouver une idée pour que on fasse rêver les gens et gagner le maximum d'argent. Donc les histoires simplettes, des histoires qui se terminent bien, etc. Malheureusement, ces écrivains n'ont pas marché dans cela. C'est une des raisons pour laquelle on peut considérer qu'ils ont échoué comme scénaristes, si on veut prendre cette notion d'échec et de réussite. Mais en tout cas, en 29, le rêve américain, c'est Hollywood qui a été chargé de le transporter de la rive est vers la rive ouest et de fabriquer les rêves, de se mettre avec le New Deal, etc., comment Hollywood a été vraiment missionné pour prendre le relais de ce rêve qui s'effondrait et de créer, de devenir la fabrique des rêves, l'usine de rêves. Mais pas seulement pour l'Amérique, parce que c'est le monde entier qui a été influencé. Et je raconte comment le consumérisme qui s'est installé dans les années 20, dans les années 30 aux États-Unis, a petit à petit envahi le monde. Maintenant, c'est le tiers-monde. Et donc, ce rêve américain, comment il a été utilisé par Hollywood. Par exemple, à titre d'exemple, je dis que lorsque nous, on était gamins, on faisait, c'était avant l'indépendance, on jouait aux Indiens ou aux cow-boys. Tout le monde a joué aux Indiens ou aux cow-boys. Mais qui acceptait de jouer aux Indiens? Personne. Tout le monde voulait être cow-boy. Et ça, c'est l'influence de Hollywood. Ça, c'est le formatage absolu. Donc, nos esprits étaient colonisés. Quand on a fait toute cette série de films sur Ben-Hur, sur les 10 commandements, etc., il y avait toute une théorie de la justification de l'histoire, d'une histoire fabriquée. Donc voilà, c'est un peu tout cela qui est raconté dans ce livre, et puis les différentes adaptations de ces livres, de ces nouvelles, tout cela je le passe au crible, en particulier les 6 adaptations de Gatsby le Magnifique. Il y a 6 adaptations, dont 2 à la télé et 4 au cinéma, qui ont commencé une au départ pendant le cinéma muet, et la dernière c'était avec DiCaprio. Il y en a une avec Robert Redford, qui était peut-être la meilleure, et puis le problème de l'adaptation. Voilà, je finirai par dire que ce qui m'intéressait également, le problème, comment adapter. On leur demande d'adapter des choses. Quelle est la difficulté d'adapter un roman, comme par exemple Autant n'emporte le vent, qui fait je ne sais pas combien, 400 pages, et que vous devez réduire en 2 heures. Donc il faut choisir, il faut couper, il faut ceci, cela, très difficile. Encore que Autant n'emporte le vent, quand il écrit à sa fille, dans une lettre, il dit « Je suis en train d'adapter le roman de Margaret Mitchell, qui est un petit roman, sans intérêt. » Il dit sans intérêt.
effectivement, avant le film, qui a été tourné en 1938, le roman ne se vendait pas. Le film sort, et jusqu'à présent, chaque année, c'est des millions d'exemplaires qui sont. Donc il y a des moments où le roman, le cinéma aide un roman à devenir vendable, il en fait sa gloire, et d'autres fois où un très bon roman donne un très mauvais film. Donc ce sont des équations que j'étudie dans le livre. Alors sur le problème de l'adaptation, je termine là-dessus, je vais vous lire juste une page, c'est la page 123, où je dis, on le sait, il est plus facile d'extraire un scénario d'un roman commun ou d'un chef-d'œuvre, et certains livres comme Autant n'emporte le vent ou Le Guépard c'est un petit roman, doivent plus au cinéma que leur valeur intrinsèque. Tout comme les romans noirs de Patricia Highsmith, qui ont connu la renommée grâce aux adaptations d'Alfred Hitchcock, qui se sont mis à être vendus par des millions d'exemplaires après la sortie des films. Les limites du cinéma peuvent s'expliquer par l'impérieuse nécessité de réduire à une centaine de minutes la durée d'un récit que nous mettons des jours à lire. Son pouvoir est d'inviter le plus grand nombre à découvrir la colonne vertébrale de l'œuvre, avec à son centre le mystérieux personnage de Gatsby, incarnant à la fois la grandeur et les failles du rêve américain. Les différentes adaptations de Gatsby nous renseignent sur la manière dont, en plein milieu des années folles, l'Amérique de l'opulence s'est construite à l'ombre de l'injustice sociale. On peut retenir de ce qui précède que les adaptations filmiques successives ont d'une part permis de faire connaître un chef-d'œuvre de la littérature américaine à des dizaines de millions de lecteurs, des dizaines de lecteurs nouveaux, et d'autre part donné à Fitzgerald, fût-ce à titre posthume, l'occasion de prendre sa revanche sur le déni de reconnaissance qui l'a accompagné à la fin de sa vie. Sur cette énigme, Sandra Mézières donne en exemple Gatsby. Relisez le magnifique texte de Fitzgerald, ne serait-ce que pour des phrases comme cela, des expressions, la poussière empoisonnée flottant sur ses rêves. C'est beau quand même. Ou cette expression nuage rose. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'en parle aussi là-dedans, que Fitzgerald a été, après Conrad, le premier à coloriser la littérature, le premier à parler de jaune, de vert, et donner à des sentiments humains des couleurs. Et ça a été une révolution dans la littérature. Qui définit bien le ton du roman et du film, et revoyait l'adaptation de Jack Layton. Je ferme les parenthèses. Oui, l'objectif est de revenir au roman et de lire, et tant mieux si les films ont le pouvoir de nous y conduire. Aucun scénariste, aucun réalisateur, fussent-ils les plus talentueux, ne saurait filmer la dernière phrase de Gatsby le Magnifique. Je la donne en anglais et je la donne... Alors, cette phrase, qui est la dernière phrase du livre, a donné lieu à 30 thèses de doctorat et 45 traductions différentes. Tellement, vous voyez comment la richesse de... Bon, je ne vous lis pas la phrase en anglais, mais ces quelques phrases ont donné lieu à des dizaines de traductions différentes et à des débats interminables. Voici l'une d'entre elles proposée pour l'édition de 1945. Gatsby croyait en la lumière verte, l'extatique avenir qui, d'année en année, recule devant nous. L'avenir qui recule devant nous. Il nous a échappé, qu'importe. Demain, nous courrons plus vite, nos bras s'étendront plus loin, et un beau matin, c'est ainsi que nous avançons, barque luttant contre un courant qui nous rejette sans cesse vers le passé. S'il est déjà fort compliqué de traduire une œuvre littéraire d'une telle densité, comment attendre du cinéma qu'il ait les moyens de restituer la magie rare de ceux qui nous enchantent par des mots? Voyons donc les films et relisons les livres. Voilà. Bon, Je suis à votre disposition pour les questions. Si vous avez des questions. Marhaba. Soubir. Une amie qui vient de sortir, elle vient de me dire, elle parle du cinéma américain. Est-ce qu'on peut parler du cinéma sans parler du cinéma américain? Vous savez, pendant longtemps, oui. Pendant longtemps, on ne pouvait pas parler de cinéma sans parler du cinéma américain.
Mais aujourd'hui, il y a l'usure des idées cinématographiques. Et quand on voit le cinéma, moi j'ai fait 24 émissions, j'ai réalisé 24 émissions de 2 heures sur le cinéma muet. J'ai présenté à la télévision les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma muet et les gens les acceptaient. Ce qui est aujourd'hui très difficile j'ai vraiment tous les chefs-d'œuvre. Et on s'aperçoit que les plus grandes idées cinématographiques ont été utilisées et inventées du temps du muet. Du temps du muet. Ensuite, lorsque la parole est arrivée, il était très difficile de trouver des choses qui vous surprennent, parce que le cinéma, c'est l'imprévisibilité. Si vous devinez ce qui va se passer, c'est déjà fini. Donc, à la fin de sa vie, dans les notes qu'il a écrites sur le dernier Nabab, Fitzgerald écrit quelque chose en caractère gras, qui était très important, parce qu'il réfléchissait sur pourquoi il était persuadé qu'il avait échoué. Mais il se demandait pourquoi j'ai échoué, ou pourquoi je ne suis pas arrivé à m'imposer dans ce milieu. Et il dit, en quelques mots, « Word is action ». Le mot doit être une action. C'est comme, vous voulez, un film comme, je ne sais pas, les dialogues d'Audiard. Il y a des mots qui deviennent... Donc il fallait que le cinéma parlant arrive à utiliser le dialogue, non pas comme simplement pour faire parler les gens, mais que ça devienne de l'action, que ça vous remue. Donc c'était ça le secret. Ensuite, maintenant, pour répondre à cette question, je pense que les idées nouvelles viennent du Sud maintenant. Elles ne viennent plus d'Hollywood. Hollywood est saturé. Hollywood, il va vous impressionner par 350 millions de dollars de budget. Il va vous impressionner par la manière de faire Napoléon. Mais il n'y a pas d'idée. Vous prenez un film iranien, un petit film iranien, et tout d'un coup vous dites, mais quelle idée, la prison par exemple. Il y a des films coréens. Donc c'est les pays nouveaux qui, avec des petits budgets aujourd'hui, sont en train d'apporter du nouveau. Et le cinéma américain, il a quand même cette lourdeur. Il ne réussit que par la réaction de ce qu'on appelle le blockbuster. Blockbuster, c'est-à-dire mettre maximum d'argent, grand spectacle pour impressionner, en particulier les jeunes. Voilà. Oui, je veux dire, parce que vous dites c'est très optimiste, parce qu'un film il existe quand il est tourné, monté, etc. Après il faut qu'il soit distribué, qu'il soit vu. Oui. Et le problème du cinéma justement, c'est son accessibilité. Il y a plein de cinémas dans des pays du Sud très intéressants, mais en général ils ne sont pas distribués. Je veux dire, si vous voulez voir des films africains, habitez Toulouse, hein, ils sont mieux distribués à Toulouse oui. que dans les différents pays. Et encore à Toulouse, vous allez le voir 2 jours au cratère, une semaine à l'ABC et quelques projections à la... Mais donc l'aspect économique est vachement important. Bien sûr. Et c'est très intéressant ce que vous avez décrit sur l'économie du cinéma américain du point de vue des auteurs. Enfin, je veux dire, moi je trouvais ça passionnant. Et c'était pareil pour les réalisateurs. Vous avez cité par exemple Autant l'emporte le vent. En cours de tournage, le producteur a changé de réalisateur. Le pauvre Léon change de réalisateur, etc. Parce que dans le cinéma américain, tout appartient au producteur. C'est-à-dire, le producteur, il peut faire des confettis avec le film, il fait ce qu'il veut. Et donc ça, c'est une différence fondamentale avec le droit français, le droit d'auteur. Parce qu'en général, quand il y a des négociations internationales, il y a toujours des conflits sur l'exception culturelle française. L'exception culturelle française par rapport au droit anglo-saxon, c'est qu'en France, dans le système français du droit d'auteur, je veux dire, le droit d'auteur appartient aux auteurs et est inaliénable. C'est-à-dire ni le producteur ni le réalisateur, enfin le réalisateur aussi a un droit d'auteur, enfin, c'est-à-dire chaque auteur est propriétaire et doit donner son avis s'il y a une transformation. Et ça c'est un truc fondamentalement important, je veux dire c'est pour ça qu'on a un cinéma d'auteur qui est vivace et qui s'appuie aussi sur une économie qui est bien particulière. Parce que quand vous avez cité l'importance de l'industrie cinématographique américaine, après la guerre, ils auraient bien voulu manger la France aussi au niveau du cinéma. Et quand Léon Blum négocie avec les Américains le plan Marshall en 1946 et tout ça, les Américains prenaient le cinéma, c'est-à-dire c'était leur film. Je veux dire. Et en France, il y a eu des manifestations sur manifestations de la Fédération du spectacle CGT, de tous les acteurs culturels, etc.,
pour imposer à l'époque au gouvernement de déjà poser l'exception culturelle. C'est-à-dire de ne pas vendre le cinéma aux Américains. Et ça a été la création du CNC, le Centre national de la cinématographie française, et qui a pu défendre le cinéma français et par un système de coproduction développer tous les cinémas européens, des trucs. Par exemple, on parle de Ken Loach. Ken Loach, c'est un cinéaste britannique, d'accord, mais il est produit en France. Enfin, Irlandais. Ken Loach n'accepterait pas que vous le traitiez de... Non, mais la majorité des Irlandais. Non, il est irlandais. Il est irlandais. Ah, pardon, oh là là. Bon, mais il a, je le connais bien, il aurait été... Non, mais je veux dire que Ken Loach, je veux dire, ces films sont financés par la France. Oui. Non, nous sommes d'accord. Après la chute du mur, il était financé par la France. Comme Alors, beaucoup de films iraniens, indiens et tout ça. Alors, il y a quand même une différence fondamentale entre le cinéma américain de ces années-là, 30 et 40, que je décris, et le cinéma américain, par exemple, des années 50, dans lequel on a vu des changements dans le système, il y a beaucoup de changements qui sont introduits. C'est vrai, ce que vous racontez, je le raconte ici en détail dans le tournage de Autant n'emporte le vent. Il y a donc, c'était celui qui a fait les Girls, le réalisateur américain qui tournait le film. Et il y a eu un moment donné Clark Gable qui s'est plaint au producteur en disant il est en train de faire, c'est un cinéaste qui était connu pour être un cinéaste de femmes, disons, cinéaste qui mettait en scène des femmes. Il s'est plaint, il a dit il fait des gros plans sur les femmes et pas assez sur moi. Vous voyez à quoi ça tient. Et donc il a menacé de quitter le film et le producteur est arrivé et il a demandé à l'assistant d'appeler le réalisateur. Et le réalisateur est sorti, il lui dit voilà, malheureusement on doit te remplacer. Et il lui dit est-ce que je peux terminer la scène? Il lui dit non, il y a déjà l'autre réalisateur qui est en train de la tourner. Et il lui dit est-ce que je peux reprendre ma veste? Il lui dit mais elle est déjà dans la voiture. Alors, ce qui est plus grave encore, c'est qu'à l'époque c'était le final cut, ce qu'on appelle le final cut. Vous savez que les producteurs, bon, certains comme Howard Hawks par exemple, étaient producteurs et réalisateurs. Ceux-là, ils arrivaient à s'en sortir. Hein. Mais quand on est simplement réalisateur, on n'a pas le droit d'assister au montage. Le final cut appartient au producteur. Le choix des acteurs appartient au producteur. Ça, c'est jusqu'à 1945. Les choses ont changé après la guerre mondiale. Beaucoup changé. Et encore une fois, la génération des Huston, ce sont des générations de cinéastes progressistes. Il ne faut pas non plus oblitérer le fait que le cinéma américain a beaucoup apporté à l'humanisme, en particulier dans le film noir, dans le film policier, qui était des films de contestation sociale aussi. Et donc, avant 1945, ils n'avaient pas le droit de choisir la musique, c'était le producteur qui décidait de la musique. Les acteurs, le casting, ils venaient, ils tournaient, et en plus, ils devaient signer, il y avait plusieurs couleurs dans les pages, ils devaient signer le scénario final de façon à ne pas changer un mot, sans l'autorisation du producteur. Et si par exemple un acteur n'arrivait pas à dire un dialogue qui lui parlait, à ce moment-là, c'était la production, c'était les agents, et vous n'avez pas le droit, par exemple, de parler avec le réalisateur, n'a pas le droit de parler avec un acteur, il faut qu'il passe par son agent, même en plein tournage. Pour lui donner une instruction, il faut qu'il fasse un arrêt, qu'il parle avec l'agent. Donc tout cela, sont des contraintes économiques très importantes, mais qui ont beaucoup changé après. C'est pour ça qu'on a des grèves maintenant chez les scénaristes. Ils ont essayé, il y a maintenant un reflux, ils essayent de tuer les scénaristes à nouveau avec l'intelligence artificielle, de les remplacer, ce qui a donné lieu à cette grève gigantesque et qui a fait reculer les grands manias, les grandes sociétés. Voilà. Après, vous aviez des gens qui avaient, par exemple, c'est bien raconté dans le dernier roman, dans le dernier Nabab. Le dernier Nabab, c'est l'histoire d'Irving Thalberg,
qui était directeur des studios MGM à 21 ans, et qui disait, c'est moi qui décide du type de film que je veux. Quand un auteur se mettait à dire, à expliquer que je veux faire ça, il dit, non, 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 c'est moi qui décide. The kind of film I want to have. Donc c'était un système très répressif, c'est ça que je décris. Je ne décris pas le cinéma américain d'aujourd'hui. Encore une fois, hein, mais c'est intéressant de savoir comment il fonctionnait à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, c'est complètement différent quand même. C'est bien différent. Pardon. Est-ce que c'est pas pire aujourd'hui? Alors, non, pire, je ne sais pas. En tout cas, pardon. C'est encore plus l'industrie, Oui. il y a des réalisateurs et des films qui sortent, qui sont presque d'auteurs. Enfin, je veux dire, mais le gros de la production, elle est très industrielle. Alors, le cinéma européen a beaucoup influencé le cinéma américain dans les années 60. La nouvelle vague, ça a ébranlé le système. Il y a eu énormément de sociétés indépendantes. Le cinéma indépendant a été florissant aux États-Unis. C'est-à-dire en dehors des 7 sœurs, qui dominaient le marché complètement. Et après, ils se sont retrouvés avec d'autres. Coppola a créé une société qui n'a rien à voir avec les grandes sociétés. Oui, donc, mais de nouveau, aujourd'hui, on voit que ces sociétés indépendantes connaissent des difficultés énormes. Parce que les grandes compagnies, leur système de fonctionnement et leur ruse, c'est d'élever le plafond des budgets à un niveau où les autres ne peuvent pas suivre. Vous savez que, par exemple, Napoléon, c'est 325 millions de dollars. Enfin, une merde quand même. Ça, c'est votre jugement. Là, toujours est-il. Non, mon propos, c'est de dire qu'ils font exprès pour dire que, par exemple, l'inflation sur les salaires, les émoluments des acteurs. Un acteur, c'est 50 millions de dollars maintenant. Qui va pouvoir suivre? Vous voyez, des gens comme Coppola, ils ont arrêté de produire, ils n'arrivent plus. Donc il y a à nouveau un système de répression qui se met en place et qui essaye de reprendre le pouvoir. Voilà. Question Oui. Oui, Mathias, et puis après, Moi, je vais être un peu trivial, hein, donc je n'ai pas l'habitude de certains experts. Je dirais deux mots en arabe. Parce que je traduis, c'est pas très gentil ce que vous venez de faire. Vous venez de m'éjecter avec brutalité dans la bulle dans laquelle je naviguais. Parce que quand vous parlez pour autant en emportement, Vous êtes un cow-boy alors? Parfois je faisais l'Indien, mais très peu. Pas assez souvent. C'est-à-dire que tout le mécanisme, là, il faut le faire. C'était fait pour vous faire rêver. Voilà, j'apprécie ce que vous dites, votre érudition m'interpelle et me plaît, donc c'est important d'avoir quelqu'un en face de soi comme ça C'est beaucoup de travail et beaucoup de transpiration. Mais vous m'avez brutalisé, voilà ce que je veux dire. Désolé, je suis désolé. Merci quand même. Je suis désolé. Merci de m'avoir brutalisé. C'est parfois nécessaire, c'est important. Habib. Ah oui. Oui, j'ai deux petites questions. La première, c'est lié à l'état actuel de ce sujet comme curiosité académique en Algérie. Je me réfère dans cette question à une lecture qui date déjà des années 80 de l'écrivain, poète et sociologue marocain Abdelkabir Khatibi. Ça m'a marqué une phrase qu'il a dite il faut un jour que les Maghrébins cessent de regarder les États-Unis à travers la France. C'est-à-dire que pour voir l'autre, on le voit à travers la France. Est-ce que vous avez sauté la France pour voir les États-Unis directement? Et est-ce que vous avez une transmission de votre curiosité, un essaimage dans le milieu académique? C'est une question très personnelle et très insidieuse. Gentiment insidieuse. En fait, moi
j'ai grandi dans le système éducatif français. Pour préparer l'IDEC, j'ai fait Cagne Hippocagne, j'ai fait du latin, et je suis le produit de ça. Je peux pas. Et je faisais mes émissions en français. Ensuite, à un moment donné, il était décidé que les Algériens devaient faire des émissions en arabe. Je les ai faites en arabe. Et quand je faisais mes études à l'IDEC, je me suis inscrit en licence d'anglais déjà à la Sorbonne à l'époque. Et j'ai continué à Alger, à l'université d'Alger, j'ai continué mes études jusqu'au PhD, après aux États-Unis, etc. Bon. C'est une troisième voie. C'est pour échapper à cette confrontation, à ce face-à-face entre la culture française et la culture arabe. Ça m'a permis d'avoir un couloir, ce que Sartre appelle la dimension de fuite. Quand vous rencontrez un ours, qu'est-ce que vous faites? Vous vous évanouissez, l'ours disparaît. Voilà, je me suis évanoui. Et alors, il n'y a pas de bébé dans l'université française, algérienne Pour de curiosité pour le cinéma américain? Si, mais souvent biaisé, souvent très biaisé. Ils vont vous faire une thèse sur l'image du musulman dans le cinéma américain. L'image de l'arabe dans le cinéma. Il n'y a pas vraiment. Parce que les études de cinéma dans l'université n'ont pas été assez développées. Il n'y a pas eu de section cinématographique. Il n'y a pas eu de cursus là-dessus. Moi, j'étais professeur d'université, professeur des universités dans toute ma vie. Mais jamais j'ai pu avoir un département de cinéma. Donc c'est une extrême pauvreté, c'est vrai. Mais ça, c'est tout le Maghreb qui est comme ça. Oui, monsieur. Bonsoir, merci. Oui, je vais vous sortir un peu de votre sujet maintenant central pour m'interroger si, comme vous étiez très acteur des ciné-clubs d'Algérie dans les années 70, que moi j'étais de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire au Maroc, et que notamment on a réalisé une très grande rencontre des représentants des fédérations des ciné-clubs, parce qu'à l'époque, il y avait dans les villes moyennes et grandes au moins un ciné-club. Oui. Et partout. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, certainement que vous connaissez Saïd Nordi. Oh oui, c'était mon collègue avec qui j'ai fait mes débuts. et mon complice. Et une rencontre qu'on a fait à côté de Casablanca, il y avait des représentants du ciné-club d'Algérie. Vous n'y étiez pas? Si. Si. Donc on s'est vu à cette époque-là. Et j'étais membre fondateur du festival de Kholibga aussi. Après, Voilà. oui. Après nous, quand on est parti. Avec Saïd, Oui, oui. oui. Eh ben, ça me rappelle cette époque, c'était très très riche, très très intéressant. Alors, Un échange et aussi oui. un apprentissage, et, comme moi j'étais encore plus jeune, mais ça m'intéressait beaucoup. Et que depuis, d'ailleurs c'était je crois en 75, juste avant l'affaire de Sahara et des frontières, juste avant on devait aller chez vous à Tlemcen, l'année d'après. Il n'a jamais eu lieu. Donc j'interroge sur ça maintenant. Alors les ciné-clubs, pour moi, les ciné-clubs ont toujours été comment on appelle ça, la petite lumière, la petite flamme, la flamèche qui permet de relancer un jour. On se dit ça va allumer la machine. Et les ciné-clubs ont beaucoup baissé à un moment donné. Maintenant, ça remonte. Parce que le cinéma est en grand danger. Les salles ont fermé dans les 3 pays du Maghreb. Et ça, un cinéma sans public est un cinéma fantasmé. Ça, c'est pas... Le grand combat, c'est les salles. Donc, est-ce qu'on ne veut pas que les gens se regroupent dans des salles, je ne sais pas quoi. Bon, bref. Aujourd'hui, il y a un renouveau du cinéma, des ciné-clubs. Et aujourd'hui, les jeunes qui font du cinéma, en tout cas en Algérie, je parle de ce que je connais le mieux, comme Karim Moussaoui qui a fait ce très beau film qui s'appelle En attendant les hirondelles, très très joli film. Ils sont sortis des ciné-clubs. Et la plupart des gens, comme Saïd Mehdaoui, etc., la plupart des cinéastes aujourd'hui sont sortis de ciné-clubs. Parce que Sartre disait dans un petit livre qui s'appelait Qu'est-ce que la littérature? Il racontait le cercle vertueux
de la création. Il disait, ça s'applique au cinéma, je l'applique au cinéma, je dirais, un cinéaste, on le voit dans Omar Gatlatou, qui de Al-Wash se déroule dans une salle de cinéma. Et il raconte son histoire, en fait, indirectement, c'est-à-dire je suis au milieu des spectateurs, ils n'ont pas envie d'avoir cette culture, ils n'ont pas envie d'avoir ça, ils ont envie d'avoir ça. Je ressens ça. Donc, un public qui élit un créateur, qui va produire une œuvre et qui va la redonner au public. Et c'est ça, et il dit, c'est ça la magie du cercle vertueux. Et quand vous n'avez pas de salle de cinéma, il n'y a que les ciné-clubs qui rassemblent des gens, et à ce moment-là, il y a des discussions, etc. Et ce n'est pas étonnant que tous les cinéastes du Maghreb sortent de là. Ils sortent de là. Hein, des Bourdir, etc., les mêmes Nourdin Saïd, etc. Tous ces gens-là sont sortis des ciné-clubs. Du côté marocain, par exemple, le chef-d'œuvre restant toujours le chef-d'œuvre, même en noir et blanc, je crois le troisième. Weshma. L'homme Weshma. Eh ben, c'était soutenu par notre fédération. Ouais, oui. Même, Ben, je sais. Il y a un autre impact sur le mouvement du ciné-club dans les années 70 qui était très très important. Il y avait dans tous les petits bleds. Hein. Moi j'habitais dans de toutes petites villes, etc. Il y avait un ciné-club et ça a participé surtout à la politisation des gens. Bien sûr, bien sûr. À la formation des gens, à l'élévation du niveau culturel, etc. etc. Et c'était appuyé par les cinémathèques. Il y avait aussi des cinémathèques un peu partout. Elles ont toutes fermé. Hein. Donc la mort de ces structures, de ces espaces, etc., y est pour beaucoup dans la régression du cinéma algérien parce que c'est là aussi. C'était les ciné-clubs, et dans les ciné-clubs qu'on a... Le cinéma, c'est une alternative à beaucoup de choses. Ce sont des voies alternatives. Chaque réalisateur propose en fait une vision du monde. Donc il n'y a ni les religieux qui sont d'accord parce qu'ils disent c'est une voie alternative et on va nous montrer une vision laïque, etc., ni les politiques qui trouvent que le discours n'est pas celui du JT de 20h. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Bon, voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. La censure. Voilà. Sur la censure, je voulais aussi ajouter quelque chose sur la période du cinéma américain à l'époque. Il y avait un bureau de censure qui s'appelait le Hays Office. Bill Hayes, qui était le patron, mais un conservateur, c'est Trump au vitriol, hein, c'est vraiment. Et la règle, c'était que tous les scénarios, on dit, mais scénario, tous les scénarios devaient passer par ce bureau pour être validés. Et Hayes, le bureau de Hayes, pouvait demander des changements. Donc il revenait, et là, à travers un film qui s'appelait Infidelity, l'infidélité, sur l'histoire d'une femme infidèle, mais Fitzgerald a essayé d'expliquer pourquoi elle était infidèle. Et d'ailleurs, une histoire avec Faulkner, qui a travaillé sur un sujet comme ça, et on lui disait, et on lui demandait d'écrire, il a écrit 80 pages sur les relations tumultueuses d'un homme avec sa femme, etc. Et il rencontre Ben Barsman, qui est un grand cinéaste, un grand scénariste Hollywood, chassé par la commission McCarthy des États-Unis à l'époque. Il le rencontre, il lui dit, voilà, il dit, écoutez, tout ce que vous racontez là peut être résumé en une image. Il y a un homme, bedonnant, avec sa femme, très jolie, il rentre dans l'ascenseur, il a son chapeau, et quelques étages plus bas, il y a une jolie fille, blondasse, patinée, comme à la Hollywood, qui rentre, et là, il enlève son chapeau. Voilà. Donc, ça veut dire, ça y est. Donc, en une image, il lui a raconté comment... Lui, il a mis 80 pages pour écrire... voilà. Donc, le Hays Office, il a écrit donc, sur l'infidélité, qui a fini par s'appeler Fidélité. Parce que le Hays Office a dit non, fais pas ça. Et une des règles, par exemple, c'est quand un couple, un homme et une femme sont sur un lit, il faut qu'ils aient les deux pieds par terre. Il faut qu'on voit les deux pieds par terre. À l'époque, c'était ça.
sont assis? Non. Assis, debout, peu importe. À quatre pattes, mais en tout cas, toujours est-il. Donc, non seulement il censurait le scénario, mais après, quand le film était terminé, il revoyait le film et il demandait des coupes. Et on pouvait, à ce moment-là, le producteur pouvait engager un autre réalisateur pour tourner une fin qui lui convienne mieux. Et un jour, j'ai eu beaucoup de problèmes en présentant un film qui s'appelait Sitting Bull. Sitting Bull, d'un réalisateur qui a été éphémère, et pour cause, puisque le bureau de censure a décidé qu'il n'était pas dans la norme. Donc il a raconté l'histoire de Sitting Bull, et à la fin du film, il montre comment Sitting Bull a été entraîné dans un cirque par un ivrogne qui s'appelait Buffalo Bill. Et qu'il a été maltraité, que les Indiens sont tombés dans l'errance, etc. Bill Hayes a dit non, ça c'est pas la version officielle. Il a engagé un réalisateur qui a tourné une autre fin dans laquelle on voit le général Grant, celui qui allait faire la guerre civile, et Sitting Bull assis côte à côte, se tapant sur l'épaule, fraternisant, la concorde civile. La concorde civile. Et lorsque j'ai passé ce film, j'ai fait des recherches, j'ai découvert un peu l'historique de... Donc j'ai arrêté au moment où Sitting Bull est fait prisonnier, et j'ai passé à la place, j'ai arrêté, je suis intervenu à l'antenne, et j'ai lancé la fin de Little Big Man, qui raconte évidemment l'histoire du général Custer, la répression, etc. Les gens qui comme vous... étaient dans leur bulle. Non. Mais des gens haut placés qui sont venus me dire mais c'est scandaleux, comment vous coupez un film comme ça, on avait envie de voir le vrai film, la vraie histoire. J'ai dit, c'est une histoire tordue, moi je fais une émission, je prends la parole, j'ai décidé de raconter l'histoire de Sitting Bull, la vraie histoire de Sitting Bull. Donc je ne veux pas donner la propagande américaine, voilà, pour dire. Donc voilà, ils étaient capables de refaire le film complet. Il y avait une chape de plomb dans la censure qui était terrible, jusque dans les années 50. Voilà. Et bien voilà, bon. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, écoutez, d'abord, moi, je voudrais dire un mot pour remercier les amis de la Porte de la Fontaine qui nous ont accueillis ce soir. Et puis, bien sûr, on remercie infiniment Ahmed El-Jawid, qui est toujours présent quand on le sollicite. Et je vous dis à la prochaine, et à vous tous, à la prochaine fois, Inch'Allah. Ah, voilà, et tu vois.